J'étais immobile sous la pluie, les larmes se mêlant aux gouttes qui tombaient du ciel lorsque j'ai senti une main sur mon épaule, une petite main, délicate, mais ferme. Je me suis retourné et j'ai vu une fillette d'environ 7 ans, les yeux profonds comme des puits anciens, me tendant une serviette en papier déjà humide. Elle n'a rien dit. Elle a juste souri, de ce sourire que seuls les enfants savent faire, sans peur, sans jugement, sans questions. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être s'est-il réparé, car c'est précisément à ce moment-là que j'ai compris que toute ma vie avait été bâtie sur un mensonge que j'avais moi-même créé. Je m'appelle Antoine Dubois, j'ai 42 ans, je suis architecte, j'ai toujours été un homme pratique, focalisé sur des résultats tangibles. J'ai grandi dans une famille où les mots étaient une monnaie rare. Mon père était un homme de peu de paroles. En fait, il ne parlait presque jamais. Il travaillait dans une usine, rentrait à la maison fatigué, dînait en silence et regardait la télévision jusqu'à s'endormir dans son fauteuil. Ma mère essayait de combler ce vide avec des conversations sur sa journée, sur les voisins, sur n'importe quoi, mais le silence gagnait toujours. Et moi, enfant, j'ai appris que les mots étaient inutiles, que les sentiments étaient inconfortables, que le mieux était de garder le silence et d'aller de l'avant. Ce schéma m'a accompagné toute ma vie. À l'école, j'étais l'élève silencieux, mais appliqué. À la fac, l'étudiant dévoué qui ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Au travail, le professionnel efficace qui résolvait les problèmes sans drame. Et dans les relations, eh bien, dans les relations, j'étais un fantôme, physiquement présent, mais absent de tout ce qui importait vraiment. C'est ainsi que j'ai perdu Chloé. Chloé était, il est difficile de décrire Chloé sans que ma voix se brise. Elle était la lumière là où je ne voyais que des ombres. Elle parlait sans arrêt, riait fort, gesticulait en racontant des histoires, pleurait en regardant des pubs de yaourt à la télévision. Elle était tout ce que je n'étais pas. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes tombés amoureux. Elle disait que je la rassurais, que ma présence silencieuse la faisait se sentir en sécurité. Moi je disais, eh bien, je ne disais pas grand-chose, mais je sentais qu'elle me complétait d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Nous avons été ensemble pendant 3 ans, nous avons vécu ensemble pendant 2 ans, et pendant tout ce temps, j'ai cru que ma présence physique suffisait, que travailler dur pour construire notre avenir matériel était de l'amour, que partager le lit, les factures et les tâches ménagères étaient de l'intimité. Chloé a essayé, Dieu sait qu'elle a essayé. Elle me posait des questions sur mes sentiments, sur mes peurs, sur mes rêves. Elle voulait que je partage plus de moi-même, que je parle de ma famille, de mon enfance, de tout ce qui me rendrait plus réel pour elle. Mais je changeais toujours de sujet. Ça va, c'était une journée normale, il n'y a rien de spécial, étaient mes réponses type à tout. Le pire, c'est que je croyais vraiment être un bon compagnon. Je ne criais pas, je ne me disputais pas, je ne criais pas de problème. Je payais mes factures à temps, j'aidais au ménage, je me souvenais des anniversaires importants. Pour moi, c'était de l'amour. Pour Chloé, c'était de la solitude. La première fois qu'elle a dit se sentir seule, même lorsque j'étais avec elle, j'ai pensé qu'elle était dramatique. Comment peux-tu te sentir seule si je suis là? Lui ai-je demandé. Elle m'a regardé avec une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant, et m'a dit, Antoine, tu es là, mais tu n'es pas là. Je n'ai pas compris, je n'ai pas voulu comprendre. Les disputes sont devenues plus fréquentes. Elle m'accusait d'être enfermée, de ne pas m'intéresser à elle, de la traiter comme une colocataire, plutôt que comme ma compagne. Je me défendais en disant que je démontrais mon amour autrement, que je n'avais pas besoin de parler de mes sentiments tout le temps, que certaines personnes sont plus réservées, et que ça ne signifie pas qu'elles aiment moins. Mais la vérité, c'est que j'avais peur d'ouvrir ce coffre que j'avais fermé depuis mon enfance. Peur de découvrir qu'il n'y avait rien d'intéressant à l'intérieur,
rien de digne d'être partagé. Peur que si Chloé me connaissait vraiment, elle réaliserait que je n'étais pas spécial, que je n'étais qu'un homme ordinaire, avec une histoire ordinaire, avec des sentiments ordinaires. La fin est arrivée un dimanche après-midi. Chloé faisait un gâteau. Elle adorait cuisiner le week-end et m'a appelé pour parler. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, les mains sales de farine, et m'a dit, « Antoine, je t'aime, mais je ne peux pas continuer à aimer un fantôme. » Elle avait décidé de déménager. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, que peut-être je devrais faire de même. Quand tu seras prêt à être une vraie personne dans une vraie relation, appelle-moi, ont été ses derniers mots avant d'aller faire ses valises dans la chambre. Je suis resté assis dans cette cuisine, regardant le gâteau à moitié fini, sentant l'odeur douce qu'elle avait laissée dans l'air. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment ressenti quelque chose. J'ai senti un vide si profond que ça me faisait physiquement mal. Mais même ainsi, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien fait. Je suis juste resté là, en silence, comme toujours. Chloé a déménagé la semaine suivante. Elle a emporté ses plantes, ses livres, ses tableaux colorés, que j'avais toujours trouvés exagérés. L'appartement est devenu plus épuré, plus organisé, plus mort. C'est exactement comme j'aimais que les choses soient, et je me détestais pour ça. Les mois qui ont suivi ont été étranges. Je continuais ma routine normale, travail, sport, quelques sorties avec des collègues, mais il y avait une sensation constante que quelque chose n'allait pas, comme lorsque vous sentez que vous avez oublié quelque chose d'important, mais que vous n'arrivez pas à vous souvenir de quoi. J'ai essayé de ne pas penser à Chloé, de ne pas la stalker sur les réseaux sociaux, de ne pas passer près des endroits que nous fréquentions ensemble. J'ai essayé d'aller de l'avant, comme je l'avais toujours fait dans ma vie, mais elle avait raison, j'étais un fantôme, et les fantômes ne ressentent pas, n'aiment pas, ne vivent pas, ils existent seulement. C'est alors que les cauchemars ont commencé. Je rêvais que j'étais dans une pièce blanche, criant pour appeler quelqu'un, n'importe qui, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je me réveillais au milieu de la nuit, avec la sensation d'étouffer. Pendant la journée, au travail, je me surprenais à regarder le vide, perdu dans des pensées qui ne menaient nulle part. Mes collègues ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Antoine, mon associé au bureau, m'a demandé plusieurs fois si tout allait bien, et moi, comme toujours, je répondais que oui, que j'étais juste fatigué. Mais Antoine me connaît depuis plus de 10 ans. Il savait que cette réponse n'était pas suffisante. C'est lui qui m'a suggéré de chercher de l'aide. Antoine, tu as toujours été calme, mais maintenant tu sembles éteint, comme si tu étais là, mais pas vraiment. Ça me rappelle comment tu as réagi quand ton père, il n'a pas fini la phrase, mais j'ai compris. Quand mon père est mort, 3 ans auparavant, j'avais réagi de la même manière. Un silence total, comme si de rien n'était. L'idée d'une thérapie me faisait peur. Quel genre de personne a besoin de payer quelqu'un pour parler? Mais l'alternative, continuer à vivre comme un fantôme, m'effrayait encore plus. Alors, après des semaines d'hésitation, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue qu'Antoine m'avait recommandé. Le docteur Claire Moreau avait un cabinet petit, accueillant, rempli de plantes et de livres. Elle devait avoir une 50aine d'années, les cheveux gris attachés en chignon, des lunettes de lecture pendues à une chaîne. Elle ressemblait plus à une grand-mère, gentille, qu'à une docteure en psychologie, ce qui m'a un peu rassuré. Lors de la première séance, elle m'a demandé pourquoi j'étais là, et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai essayé d'être honnête. J'ai parlé de Chloé, de comment elle m'avait quitté, de comment je ne comprenais pas vraiment ce qui s'était passé. J'ai parlé de mon enfance, de mon père silencieux, de comment j'avais appris que les mots étaient inutiles.
Elle m'a écouté sans interruption, ne prenant que quelques notes de temps en temps. Quand j'ai terminé, et il a fallu presque toute la séance, elle est restée un moment silencieuse. Puis elle a dit, « Antoine, as-tu déjà réfléchi à ce que tu ressens vraiment à propos de tout ça? » La question m'a pris au dépourvu. Comment ça? Tu m'as raconté les faits, la chronologie, ce que les autres ont dit ou fait, mais tu ne m'as pas dit ce que tu as ressenti à aucun moment de cette histoire. C'est comme si tu étais juste un observateur de ta propre vie. Je suis sorti de cette séance, la tête pleine de confusion. Il y avait quelque chose de troublant dans son observation, quelque chose que je ne voulais pas admettre, mais qui sonnait juste. J'ai commencé à prêter attention à mes pensées, à mes sentiments, et j'ai réalisé qu'elle avait raison. J'étais vraiment juste un observateur de ma propre vie. Les séances suivantes ont été difficiles. Le docteur Moreau me posait des questions que je ne m'étais jamais posées. Comment t'es-tu senti lorsque ton père est mort? Que ressentais-tu quand Chloé pleurait? Quel genre d'enfant étais-tu avant d'apprendre à te taire? Et je découvrais, à chaque question, que je ne connaissais pas les réponses. C'est lors d'une séance, environ 2 mois après avoir commencé la thérapie, qu'elle m'a proposé un exercice qui allait tout changer. Antoine, je veux que tu tiennes un journal émotionnel. Pas besoin d'écrire sur des faits ou des événements, seulement sur ce que tu ressens à chaque instant. Cela peut être des mots isolés, des phrases, des dessins, tout ce qui représente ce qui se passe en toi. L'idée m'a paru ridicule. Moi, un homme de 40 et un an, écrire un journal comme une adolescente, mais le docteur Moreau a insisté sur le fait que ce serait juste une expérience, quelque chose à essayer pendant quelques semaines. J'ai acheté un carnet simple, à couverture noire, et j'ai commencé. Les premiers jours ont été frustrants. J'ouvrais le carnet, je prenais le stylo, et je restais là, bloqué, ne sachant pas quoi écrire. Aujourd'hui, je me sens normal. Aujourd'hui a été une journée ordinaire. Tout semblait vide, sans signification. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. J'ai commencé à percevoir de petites variations dans mon état émotionnel, de la colère lorsque la circulation était lente, de la tristesse lorsque je voyais un couple s'embrasser dans la rue, de la nostalgie lorsque j'entendais une chanson que Chloé aimait. C'étaient des sentiments subtils, presque imperceptibles, mais ils étaient là, et plus j'écrivais, plus je réussissais à les identifier. C'était comme si j'apprenais une langue que j'avais oubliée dans mon enfance, la langue de mes propres sentiments. C'est alors que s'est produit l'événement que j'ai mentionné au début de cette histoire. Certains disent que ce ne sont que des coïncidences de la vie, mais je crois qu'il y a des moments où l'univers conspire pour nous apprendre quelque chose d'important, et ce jeudi après-midi pluvieux a été l'un de ces moments. Je sortais d'une réunion compliquée dans le centre-ville. Un client avait rejeté un projet sur lequel j'avais travaillé pendant des mois, alléguant qu'il manquait d'âme au design. Le mot résonnait dans ma tête, tandis que je marchais dans les rues animées. Âme, le même mot que Chloé avait utilisé plusieurs fois, lorsqu'elle essayait de m'expliquer ce qu'elle sentait qu'il manquait à notre relation. Le ciel était chargé, typique des après-midi de mars à Paris. J'aurais dû prendre un taxi ou appeler un Uber, mais j'ai eu envie de marcher. J'avais besoin de digérer ce rejet, de comprendre pourquoi il m'avait autant affecté. Généralement, les problèmes professionnels ne me perturbaient pas. Je trouvais toujours une solution pratique. J'ajustais ce qui était nécessaire, et je continuais. Mais cette fois-ci, c'était différent. La pluie a commencé doucement, juste quelques gouttes éparses, puis elle a progressivement augmenté jusqu'à devenir une pluie torrentielle. Les gens couraient pour se mettre à l'abri, mais j'ai continué à marcher, laissant l'eau me tremper complètement. Il y avait quelque chose de cathartique dans cette situation, comme si la pluie lavait non seulement mes vêtements,
mais aussi quelque chose en moi. C'était en arrivant sur une petite place, de celles qui existent au cœur de Paris comme de petits îlots de verdure entre le béton. Il y avait un banc sous un grand arbre, et malgré la pluie, quelque chose m'attirait à cet endroit. Je m'y suis assis, complètement trempé, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de ressentir. J'ai ressenti de la colère envers le client qui avait rejeté mon travail. J'ai ressenti de la frustration de ne pas réussir à exprimer à travers mes projets ce qu'il appelait l'âme. J'ai ressenti le manque de Chloé, un manque profond, douloureux, que j'avais essayé d'étouffer pendant des mois. J'ai ressenti de la tristesse pour mon enfance silencieuse, pour ma relation distante avec mon père, pour la manière dont j'avais appris à me cacher du monde. Et c'est à ce moment-là, avec toutes ces émotions qui explosaient en moi comme une digue qui se rompt, que j'ai commencé à pleurer. Ce n'était pas un pleur contenu discret, c'était un pleur viscéral, de tout le corps, mêlé à la pluie qui continuait de tomber. C'est alors qu'elle est apparue. Je vous ai déjà décrit son physique, une fillette d'environ 7 ans, les cheveux bruns mouillés collés au visage, les vêtements détrempés comme les miens, mais il y avait quelque chose en elle qui attirait l'attention. Les yeux, c'étaient les yeux de quelqu'un de beaucoup plus âgé, de quelqu'un qui avait déjà beaucoup vu dans la vie, des yeux qui comprenaient. Elle s'est approchée lentement, sans hâte, comme pour ne pas effrayer un animal blessé. Elle s'est arrêtée devant moi, et est restée là, m'observant pendant quelques secondes. Elle n'a rien dit, elle m'a simplement regardé avec une compassion que je n'avais jamais vue chez personne, pas même chez Chloé. Puis elle a sorti un mouchoir froissé de sa poche, un de ces mouchoirs de cafétéria, déjà un peu mouillé par la pluie, et me l'a tendu. Le geste était simple, banal, mais il y avait en lui une humanité si pure que cela m'a laissé sans voix. Elle ne m'a pas demandé pourquoi je pleurais, n'a pas essayé de me consoler avec des phrases toutes faites, n'a pas montré d'inconfort face à ma vulnérabilité. Elle a simplement offert ce petit morceau de papier mouillé comme on offre une étreinte. J'ai pris le mouchoir avec des mains tremblantes, et j'ai essayé de me sécher le visage, même en sachant que c'était inutile avec toute cette pluie. Elle est restée là, debout devant moi, comme un petit ange trempé, et puis elle a souri. Ce n'était pas un sourire de pitié ou de gêne, c'était un sourire de reconnaissance, comme pour dire « Je sais ce que c'est, je comprends, merci ». J'ai réussi à murmurer, la voix étranglée. Elle a hoché la tête, toujours en souriant, et a simplement dit « Parfois on a besoin de pleurer sous la pluie ». Puis elle s'est retournée, et est partie en marchant, disparaissant entre les arbres de la place, comme si elle n'avait jamais existé. Je suis resté là, tenant ce mouchoir mouillé, sentant qu'il s'était passé quelque chose d'important, sans pouvoir comprendre exactement quoi. Peut-être que vous, qui suivez cette histoire, pensez que ce n'était qu'une rencontre fortuite, une jolie coïncidence, et c'est peut-être le cas. Mais si vous avez déjà vécu des moments de profonde transformation dans votre vie, vous savez que parfois nous avons besoin de petits signes, de gestes simples, pour comprendre de grandes vérités. Si cette histoire vous touche d'une quelconque manière, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des récits comme celui-ci, car parfois c'est dans les histoires des autres que nous trouvons les réponses à nos propres questions. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, en repensant à ma rencontre avec la fillette, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai appelé Chloé, non pas pour tenter de la reconquérir, je savais que je n'étais pas encore prêt pour ça. J'ai appelé simplement pour lui dire que j'essayais de changer, que j'avais compris certaines choses qu'elle avait essayé de m'expliquer, que je lui manquais. Elle a été surprise de mon appel, mais nous avons parlé pendant près d'une heure. Ce n'était pas une conversation de réconciliation, c'était une conversation d'honnêteté. Je lui ai parlé de la thérapie, de comment je découvrais que j'avais passé toute ma vie à fuir mes propres sentiments. Elle m'a dit qu'elle avait commencé à sortir avec quelqu'un d'autre,
mais qu'elle était heureuse de savoir que j'essayais de m'ouvrir davantage. Chloé, j'ai dit à la fin de la conversation, tu avais raison de dire que j'étais un fantôme. Je n'étais vraiment pas présent, et tu méritais beaucoup mieux que ça. Antoine, a-t-elle répondu avec la douce voix que je connaissais si bien. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé, tu as juste besoin d'être vrai. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le canapé de mon appartement vide, et j'ai ouvert mon journal intime, et pour la première fois, les mots ont coulé naturellement. Aujourd'hui, j'ai pleuré sous la pluie, et une enfant m'a rappelé qu'il est humain de ressentir. Aujourd'hui, j'ai parlé à Chloé, et je me suis senti plus proche d'elle que lorsque nous habitions ensemble. Aujourd'hui, j'ai compris que passer sa vie à essayer de ne rien ressentir est la façon la plus douloureuse de vivre. À partir de ce jour-là, quelque chose a définitivement changé en moi. Les séances avec le docteur Claire Moreau sont devenues plus productives. J'ai commencé à identifier et à nommer mes sentiments plus facilement. J'ai commencé à me permettre d'être vulnérable, d'abord avec elle, puis avec Antoine, puis avec quelques amis proches. J'ai découvert que mon enfance n'avait pas été vide comme je le pensais. Il y avait de beaux moments, il y avait de l'amour, simplement exprimé différemment. Mon père n'était peut-être pas expressif avec des mots, mais il manifestait son affection d'autres manières. Il se levait tôt le matin pour me préparer mon goûter pour l'école. Il n'a jamais manqué une réunion de parents. Il m'a appris à faire du vélo avec une patience infinie. Même après une longue journée de travail, je me suis rendu compte que j'avais hérité de son langage silencieux, mais que cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas d'amour. Cela signifiait simplement que je n'avais jamais appris d'autre manière d'aimer, et qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. J'ai commencé à être plus présent au travail aussi. Au lieu de me contenter de résoudre des problèmes techniques, j'ai commencé à vraiment écouter ce que les clients voulaient, non seulement ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils ressentaient. Mes projets ont changé, ils sont devenus plus humains, plus accueillants. Antoine a remarqué la différence et a dit qu'il avait enfin trouvé l'âme qui manquait à mon travail. 6 mois après l'épisode du Square, j'y suis retourné. Ce n'était pas prévu, j'étais de passage, en route pour un autre rendez-vous, mais en voyant le banc sous l'arbre, j'ai eu envie de m'asseoir quelques minutes. C'était un après-midi ensoleillé, complètement différent de cet après-midi pluvieux. Le square était plein de vissés, des enfants qui jouaient, des couples qui se promenaient, des personnes âgées qui jouaient aux dames, et c'est alors que je l'ai revue, la même fille, portant maintenant une robe jaune et des baskets blanches, jouant à la marelle avec d'autres enfants. Mon cœur s'est accéléré. Était-ce vraiment Elsie? Pendant tous ces mois, je m'étais demandé si cette rencontre avait vraiment eu lieu, ou si c'était le produit de mon esprit confus dans ce moment de crise. Je me suis levé du banc, et j'ai marché jusqu'à elle. Quand elle m'a vu s'approcher, elle a arrêté de jouer, et m'a regardé avec les mêmes yeux profonds qu'avant. Elle a souri, comme si elle savait exactement qui j'étais, et pourquoi j'étais là. Ce bonjour c'est, a-t-elle dit simplement, ce bonjour c'est, et je répondis, sais-tu, tu te souviens de moi c'est, sais-tu, elle a hoché la tête, sais-tu, était triste ce jour-là, maintenant tu sembles aller mieux, sais-tu, sa simplicité m'a désarmé, comment une enfant de 7 ans pouvait-elle avoir cette perception c'est, sais-tu, oui, c'est vrai, et je répondis, sais-tu, bien mieux, et merci beaucoup pour le mouchoir ce jour-là, sais-tu, elle a un rire cristallin et joyeux. Ce de rien. Parfois les gens ont besoin d'un mouchoir, parfois d'une étreinte, parfois juste de quelqu'un qui reste à leur côté. Les autres enfants l'ont appelée pour qu'elle retourne jouer, et elle m'a fait un signe de la main avant de courir vers eux. Mais avant de partir, elle a dit sais-tu, continue à pleurer quand tu en as besoin, ce n'est pas grave. Je suis resté là quelques minutes, à l'observer jouer, essayant de comprendre cette deuxième rencontre. Il y avait quelque chose chez cette fille qui transcendait l'âge, quelque chose qui me faisait croire que nos rencontres n'étaient pas une coïncidence. Peut-être était-ce mon esprit qui créait des significations là où il n'y en avait pas, mais pour moi, elle avait été un ange, un petit ange au mouchoir mouillé,
qui m'a appris que ressentir de la douleur n'est pas une faiblesse, c'est l'humanité. Aujourd'hui, 2 ans après cet après-midi pluvieux au Square, ma vie est complètement différente, non pas parce que tout s'est résolu comme par magie, mais parce que je suis devenu une personne différente, une personne qui ressent, qui pleure, qui rit, qui se permet d'être vulnérable. J'ai continué la thérapie pendant plus d'1 an. Le docteur Claire m'a aidé à comprendre que le silence de mon enfance n'avait pas été nécessairement négatif, mais que je devais apprendre d'autres manières de communiquer. J'ai appris que la vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse, que pleurer ne me rend pas moins homme, qu'exprimer ses sentiments n'est pas du drame, c'est la vie. C'est la vie. Chloé et moi nous sommes rencontrés quelques fois après cette conversation téléphonique. Elle était heureuse dans sa nouvelle relation, et j'étais sincèrement heureux pour elle. Nous nous sommes excusés l'un auprès de l'autre, moi pour avoir été absent, elle pour n'avoir pas eu la patience de m'aider à me découvrir. Aujourd'hui nous sommes amis, pas des amis proches, mais des personnes qui se respectent et se souhaitent du bien. J'ai aussi rencontré d'autres femmes, des femmes qui n'avaient pas besoin de deviner ce que je ressentais, parce que je pouvais l'exprimer. Des relations qui ne se sont pas poursuivies pour d'autres raisons, mais qui ont été réelles, vraies, connectées. J'ai appris que l'intimité n'est pas seulement partager un lit ou les factures, c'est partager les peurs, les rêves, les insécurités, les petites joies du quotidien. Au travail, je suis aussi devenu un meilleur professionnel, non seulement techniquement, mais humainement. Mes clients ont commencé à me solliciter non seulement pour la qualité des projets, mais pour ma capacité à comprendre vraiment ce qu'ils voulaient. Antoine et moi avons agrandi le bureau, embauché plus d'architectes, et notre spécialité est devenue de créer des espaces que les gens qualifient de accueillants, des espaces avec une âme. Mais le plus grand changement a été dans ma relation avec mon propre silence. J'ai compris que je n'ai pas besoin de parler tout le temps pour être présent, mais lorsque le silence est nécessaire, pour réconforter quelqu'un qui souffre, pour vraiment écouter ce que l'autre personne dit, pour simplement être là, il a du sens. Et lorsque les mots sont nécessaires pour exprimer l'amour, pour s'excuser, pour partager un sentiment, je les trouve. Je tiens toujours mon journal émotionnel. Je n'écris pas tous les jours comme au début, mais chaque fois que je ressens le besoin de traiter quelque chose de plus profond, en relisant les pages des premiers mois, je suis impressionné par le chemin parcouru. De ces phrases vides du genre « ce qui aujourd'hui a été une journée normale faisant » à des enregistrements riches, détaillés, sur de petites joies, des tristesses passagères, des peurs spécifiques, des profondes reconnaissances. Je suis retourné plusieurs fois dans ce square au cours de ces 2 années. Parfois la fille est là à jouer, parfois non. Quand elle y est, elle me salue toujours avec un sourire, comme une vieille amie. Quand elle n'y est pas, je m'assieds sur le banc sous l'arbre, et je réfléchis à la façon dont un mouchoir mouillé peut changer une vie. Aujourd'hui, je sais que cet enfant, qu'elle soit vraiment qui elle est, un ange ou juste une fille particulièrement sage, m'a appris la leçon la plus particulièrement sage, m'a appris la leçon la plus importante de ma vie, c'est qu'il est impossible d'aimer vraiment, de travailler avec un but, ou de vivre pleinement lorsque nous sommes déconnectés de nous-mêmes, que les sentiments ne sont pas des inconvénients à éviter, mais des signes vitaux que nous sommes vivants, que pleurer sous la pluie parfois est exactement ce que nous devons faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, c'est peut-être parce que quelque chose y résonne avec votre propre expérience. Peut-être êtes-vous vous-même quelqu'un qui a appris à vivre dans le silence, ou peut-être connaissez-vous quelqu'un comme ça. Ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir sa propre voix émotionnelle. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à ressentir, à exprimer, à se connecter. Je ne dis pas que je suis devenu une personne complètement différente du jour au lendemain. Je reste une personne plutôt réservée,
Je préfère toujours les petits groupes aux grandes foules. J'ai encore besoin de moments de silence pour assimiler les choses. Mais maintenant, mon silence est un choix conscient et non une prison inconsciente. Et j'ai appris que parfois les anges apparaissent sous les traits d'enfants avec des serviettes mouillées, au moment où nous avons le plus besoin d'être rappelés à notre propre humanité. J'ai appris que la vie a une façon mystérieuse de nous mettre exactement là où nous devons être, avec exactement les personnes que nous devons rencontrer, au moment où nous sommes prêts à apprendre. Aujourd'hui, lorsque je vois quelqu'un assis seul sous la pluie, je m'arrête, pas toujours, pas de manière intrusive, mais lorsque je sens que c'est approprié, parfois je propose une serviette, parfois juste un sourire, parfois juste un sourire, parfois juste un sourire, parfois je reste juste là quelques secondes, pour que la personne sache qu'elle n'est pas invisible, que quelqu'un l'a vue, car c'est ce que cette petite fille a fait pour moi ce jour-là. Elle m'a vu pleurer, elle m'a vu pleurer, elle m'a vu souffrir, elle m'a vu perdu, et elle n'est pas passé son chemin, elle s'est arrêtée, elle s'est souciée, elle s'est connectée, et dans cette connexion brève mais vraie, elle m'a rappelé que je n'étais pas un fantôme, j'étais un être humain, qui avait simplement oublié comment être humain. Aujourd'hui je sais que je suis réel, que mes sentiments sont valides, que ma voix compte, et que je ne veux plus jamais vivre comme un fantôme dans ma propre vie. La vie est trop courte et trop précieuse pour être vécue à distance de nous-mêmes, et parfois tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un enfant sage avec une serviette mouillée pour nous le rappeler.